Salut à tous, on reprend ici notre cours d'ingénierie de fondation. À partir de cette vidéo, on va essayer de commencer un nouveau chapitre, le chapitre numéro 3. OK? Donc, les deux chapitres précédents, les deux chapitres précédents, c'était juste pour vous mettre dans le bain de la chose, des fondations. OK? C'était juste des rappels. Donc, j'espère que à partir des deux vidéos, des deux chapitres précédents, vous allez pouvoir bâtir une base solide pour continuer. Parce que là, maintenant, on rentre même dans le vif du programme, dans le corps, dans les noyaux du programme. OK? Donc, c'est-à-dire qu'on va on va devoir utiliser ce qu'on a vu dans les deux chapitres précédents là pour continuer la suite du programme. OK? Donc, la suite du programme, ça commence à partir de là, chapitre numéro 3 qui parle donc des fondations peu profondes, des fondations superficielles. Donc, on va parler d'abord de la capacité portante ultime, la capacité portante ultime des fondations superficielles, c'est-à-dire des semelles, si vous voulez. OK? Donc, ça fait partie des, des chapitres les plus importants en fondation, en géotechnique d'ailleurs. OK? Donc, c'est très important pour vous de comprendre ce chapitre et j'espère que nous allons pouvoir apprendre quelque chose ensemble pendant ce chapitre. Donc, à partir de là, on rentre, comme je l'ai dit, dans le noyau même du programme. OK? La fondation un peu profonde, ça, c'est des cas spéciaux. OK? Et les tassements admissibles, capacité portante admissible et puis tassement. Voilà. Les semelles isolées, tout ça, ça fait partie du noyau du programme. Mais là, on rentre maintenant dans le noyau, dans le vif du sujet, dans le noyau même du programme. OK? Donc, capacité ultime. On va commencer d'abord dans cette vidéo par jeter les bases, parler du fondement même de la chose, les fondations. Qu'est-ce qui c'est, qu'est-ce qui définit même la capacité portante ultime. OK? Donc, voici le contenu du chapitre. À partir de l'introduction jusqu'au point, au dernier point, nous avons 12 points au total que nous allons discuter pendant ce chapitre. Voilà. Et j'espère qu'on va apprendre beaucoup ensemble. Et cette vidéo va concerner les deux premiers points. C'est comme une introduction du chapitre. OK? Donc, l'introduction et puis le concept général même, les fondements même de la capacité portante des semelles. OK? Donc, à partir de cette vidéo, vous allez pouvoir mettre doigt sur la définition de la capacité portante d'une semelle. Et cette première introduction, cette première vidéo introductive est très importante parce que si vous ratez ici, ça va être difficile pour nous de se comprendre plus tard. Voilà. Donc, il faut suivre très bien attentivement. Introduction d'abord. Si je prends ici, ce schéma-là explique une fondation. Voici la fondation. OK? Donc, on peut dire que ça, c'est les potelets, les poteaux. Donc, voici une charge, OK? Une force, la flèche là, qui arrive sur cette semaine. OK? Vous voyez le niveau de la semaine dans le sol. Donc, ce qui est là, les flèches qui sont là, c'est juste la surcharge. Donc, c'est-à-dire la charge, le sol qui est au-dessus du niveau de la semaine. Donc, cette ligne-là matérialise le niveau de la semaine, cette ligne horizontale. OK?
Donc, nous allons considérer que le sol qui est en dessous du niveau de la base de la semelle là, c'est ce sol-là qui supporte, ok? C'est ce sol, c'est la capacité de ce sol à supporter la charge qui vient ici là. C'est ça qui nous intéresse, ok? Quand vous faites ça, quand vous chargez la semelle, vous chargez, vous amenez une force, vous allez voir que à l'intérieur, le sol qui est en bas de la semelle là, il y a ces genre de choses qui commencent, des cisaillements. Vous voyez toutes ces lignes-là, les forces que vous voyez horizontales là, c'est des cisaillements. Le sol, il y a un cisaillement qui se produit dans le sol. En bas, hein, je dis en bas du niveau de la semelle, pas en haut. OK? Donc, il y a des cisaillements partout. Cette ligne-là, la semelle va s'enfoncer, OK? Tasser. Et vous allez voir des lignes comme ça à l'intérieur du sol. C'est difficile de voir parce que ça se passe à l'intérieur. D'accord? Mais ça, c'est que la rupture du sol se fasse plus avec les cisaillements. Voici pourquoi le cisaillement, la contrainte, la résistance au cisaillement est très, très, très important pour le sol. Le sol peut supporter la compression. Traction, non. La compression est bien, elle peut supporter la compression, mais le cisaillement, c'est pas trop le domaine du sol pour supporter. Ok? Donc, la plupart des ruptures de sol se font par cisaillement. Ok? Donc, voici un peu ce qui se passe. Il y a plusieurs zones, hein. Zone numéro un est là, ce triangle-là. Les zones numéro 2 qui sont là, puis les zones numéro 3. Mais ça, c'est pas notre objectif ici. Notre objectif ici, c'est de comprendre que quand vous chargez la semelle, ce qui se passe à l'intérieur là, il y aura des ruptures par cisaillement, comme ça. OK? Donc, si nous avons des fondations superficielles, les fondations superficielles là doivent répondre ou respecter des critères très, très essentiels, très importants. OK? Pour avoir une performance satisfaisante, il faut que nos fondations satisfont des critères très, très importants. Le premier critère, c'est la capacité de supporter le cisaillement. Donc, sécurité contre la rupture par cisaillement. Donc, comme j'ai expliqué, il y a des ruptures par cisaillement qui se passent à l'intérieur. Donc, si votre sol n'est pas assez fort pour supporter ces forces de cisaillement-là, le sol va céder. Donc, il faut la sécurité contre la rupture par cisaillement. OK? Donc, ces fondations doivent donc résister à la rupture globale par cisaillement dans le sol de support. Je dis bien dans le sol de support, c'est-à-dire dans le sol qui est en bas. Ça, c'est le premier critère, très, très important. OK? Le deuxième, c'est le tassement. Il faut que le tassement là soit acceptable. On ne peut pas empêcher les tassements, c'est impossible. Il y aura toujours tassement. Mais nous devons faire de telle sorte que les tassements là soient acceptables, limités. Il faut que les tassements soient limités. Donc, dépendant du projet, chaque projet a des critères. OK? Chaque projet exige des critères spécifiques de tassement. On va dire que c'est pour ce projet, voici la valeur limite de tassement acceptable. Donc, ça dépend de l'importance de la structure qui est en construction. Si vous êtes en train de construire une école primaire, par exemple, là où les enfants doivent passer des journées, donc ce genre de bâtiment, c'est très important. Il ne faut pas que ça tombe sur les enfants. OK? Donc, il faut, il faudra respecter certaines règles.
plus strict que si vous êtes en train de juste construire, par exemple, une propriété privée pour quelqu'un, par exemple. OK? Donc, il y a des spécifications pour chaque type de bâtiment, pour chaque type de structure. Donc, il faudra que notre fondation, le fondation que nous allons choisir, que vous devez choisir là, respecte. OK? Le tassement ne doit pas dépasser ces spécifications. D'accord? Donc, comme je vous avais dit, il y a une charge qui, vous voyez ici le Q est en majuscule, qui arrive sur la fondation comme ça. Et la force là pousse la fondation agit sur le sol en bas ici, qui peut céder. Quand, quand cette force-là qui arrive là est trop, durant un moment, le sol va céder, dû au cisaillement ici. OK? Donc, si cette force est petite, il n'y aura pas de rupture. Donc, plus vous augmentez la force, plus vous allez tendre vers une force qui va provoquer la rupture. OK? Donc, OK, la charge par unité de surface, ça c'est important. Parce que la charge que vous voyez ici, là, c'est en kilonewton. Maintenant, la charge par unité de surface, c'est kilopascal ou pascal si vous voulez. C'est une pression. Donc, la charge, là, divisée par la surface de la semelle. C'est ça qui est le plus important. En géotechnique, on ne travaille pas avec les kilonewtons, on travaille avec les kilopascals. On ne travaille pas trop avec les forces, on travaille avec les pressions. Et la raison est très simple. Si, par exemple, cette force qui arrive, si c'est 100 kilonewtons, vous pouvez répartir de telle sorte que la pression soit minime. Si ces 100 kilonewtons là sont utilisés sur une petite surface, mais ça va être trop, la pression sera trop. Mais si on utilise une grande surface, c'est-à-dire une grande semelle, par exemple, là, la pression va être minime. Ça va se répartir. OK? Si on dit à une seule personne de supporter une charge, disons 100 kilos, c'est lourd, non? Mais si on a 4 personnes pour supporter, vous voyez? Donc, s'il y a l'espace, chacun va sentir moins d'effort sur ses épaules, si vous supportez avec vos épaules. OK? Donc, nous travaillons avec les pressions, c'est-à-dire force, charge par unité de surface. C'est-à-dire cette charge-là divisée par la surface de la semelle. Nous travaillons avec ça. OK? Donc, cette charge par unité de surface-là, à laquelle se produit la rupture par cisaillement dans le sol, là, c'est cette charge-là que nous allons appeler capacité portante ultime. Voici la définition maintenant. Donc, c'est cette capacité portante ultime-là, ça nous allons nous adresser, nous allons étudier en détail dans ce chapitre. Je recommence, hein. Voyez ici cette charge-là, en kilonewton qui arrive ici, c'est pas ça trop notre souci. Nous voulons la charge en kilonewton divisé par mètre carré. C'est ça qui veut dire kilopascal. Donc, la charge par unité de surface, c'est-à-dire la surface en bas de la semelle. Vous voyez ici, ça, c'est peut-être c'est la largeur B, mais peut-être il y a une longueur. Si vous avez la surface de contact entre la semelle et le sol, c'est-à-dire la surface où la semelle se pose sur le sol, c'est cette surface-là. Donc, ça veut dire que c'est toute cette surface qui va supporter cette force qui arrive, le Q qui arrive ici. Donc, nous voulons la pression, pas la force. Donc, c'est la force par unité de surface que nous voulons. OK? Et cette force par unité de surface, vous allez voir que c'est écrit
et Q en minuscule. Vous voyez que là, le Q là est en majuscule. Ça veut dire que c'est une force. Donc, quand vous allez voir Q en minuscule, là, c'est une pression. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire force par unité de surface. Donc, cette force par unité de surface là, qui va correspondre à la rupture, c'est cette force-là qu'on appelle capacité portante ultime. Cette introduction est très importante, c'est pour ça que je perds du temps dessus. OK? Donc, à partir de là, vous connaissez ce qui veut dire capacité portante ultime. OK? C'est la capacité par la charge par unité de surface qui correspond à la rupture par cisaillement dans les sols qui supportent la semelle. On continue. On part maintenant au concept général. OK? Le concept général. Donc, comment tout ça là est né en fait. Capacité portante, tout ça là. Les bases. On va aller jusqu'en dans la naissance, dans les fondements même de la chose. Donc, si vous prenez par exemple une semelle filante, ok, de largeur B, et qui se repose sur une surface, à la surface d'un sable dense, ou bien d'un sol rigide, cohérent. Ça, c'est juste pour vous dire, de, par exemple, de l'argile, un exemple, argile vraiment rigide, ou un sable dense. Ok? Vous voyez, dans la diapositive précédente, ou bien celle avant celle-là, j'ai montré comment le sol en dessous de la semelle se comporte. Il y a plusieurs comportements. Je montre ici un schéma. Vous voyez là, ce comportement, c'est équivalent à ce que j'avais montré précédemment. Vous voyez les lignes de rupture là, ils sont là. Les lignes de rupture. Tout au long de ces lignes-là, il y a des forces de cisaillement. Là, maintenant, il y a un autre type. Vous voyez? Vous voyez que c'est un peu différent de là. Mais là, parce que vous voyez ici des pointiers. OK? Vous voyez ici des pointiers. Mais là, c'est au complet. Un autre type. OK? Un autre type de schéma. Ou bien une autre rupture. OK? Qui est là. Donc, il y a plusieurs types de ruptures du sol. La manière dont les cisaillements se passent dans le sol, là, il y a plusieurs façons. OK? Il y a plusieurs façons. Et cette manière, ces façons-là, les différents types de ruptures-là, vont dépendre du type de sol. Type de sol en bas de la semelle. Donc, quand vous avez affaire à un sol qui est un sable dense, ou bien c'est de l'argile, ou bien c'est un sol cohérent, rigide, là, vous allez avoir ce type de rupture. OK? Ce type de rupture. Vous vous rappelez qu'au début, on a dit que les deux critères qu'une fondation doit respecter, c'est la résistance au cisaillement et qu'on a dit que la charge, la capacité, la charge par unité de surface qui correspond à la rupture par cisaillement là, c'est ça qui est appelé la capacité portante. OK? Donc, les charges qui viennent là, charge par unité de surface, c'est un facteur important d'un coup. Et aussi, on avait parlé des tassements, qui est un autre facteur important. Donc, ici, on peut faire comme ça.
une semelle, voici la semelle, de largeur B, et qui repose sur un sol dense, un sable dense comme ça, ce qu'il faut faire, c'est appliquer une force sur la semelle, mesurer cette force qui arrive et mesurer les tassements qui en découlent. Donc là, on peut avoir ce genre de courbe-là. Donc cette courbe-là montre la relation entre charge qui est en abscisse ici, horizontale, et tassement qui est en vertical ici. Donc c'est la courbe charge-tassement. OK? Donc cette courbe-là réunit les deux critères les plus importants, les deux critères qu'une fondation, toute fondation doit respecter. C'est-à-dire la charge qui correspond à la rupture par cisaillement et les tassements qui en découlent. D'accord? Donc, pour chaque type de sol, si vous êtes dans un sol dense, sable dense, sol moyennement dense, ou sol de sable lâche, qui n'est pas vraiment dense, la rupture, la manière dont le cisaillement va se faire dans le sol va être différent. Et cette courbe aussi, courbe des relations entre charge et tassement, cette courbe aussi va être différente. OK? Donc, dans le cas d'un sol dense, très dense, vous allez avoir ce type de rupture. Cette rupture-là, qu'on a appelée ici rupture par cisaillement général. C'est la rupture générale dans le sol. Et ça correspond à quoi? Vous voyez ici, la rupture se poursuit jusqu'à la surface du sol. Jusqu'à la surface. Et vous voyez ici, le sol, il y a des soulèvements ici, autour ici. On parle des lignes continues là. Et maintenant, la courbe qui correspond à la courbe charge-tassement, elle sera comme ça. D'accord? Voilà. Donc, l'application d'une charge progressivement croissante, on applique, ici c'était 0, vous appliquez une charge. Vous êtes là, vous appliquez, vous êtes là, vous appliquez, vous êtes là. Chaque point correspond charge, tassement. Si vous êtes à ce point-là, la charge est ici, tassement correspondant est là. Donc, pour chaque charge, vous appliquez progressivement jusqu'à la rupture. Chaque charge va entraîner un tassement de la fondation, l'enfoncement de la fondation. D'accord? Donc, cette relation, la relation entre charge par unité de surface et le tassement est illustrée par ici, cette courbe-là, ce que je n'ai pas arrêté de dire depuis tout à l'heure. OK? Donc, à la charge spécifique QU, si, vous voyez ici que c'est petit q, non? Ce que je vous avais dit, quand c'est grand Q, ça veut dire que c'est une force. Quand c'est petit q, c'est une pression. C'est-à-dire charge par unité de surface en kilopascal, ou bien pascal si vous voulez. Donc, à une certaine charge, charge spécifique Q par unité de surface, il y a une rupture soudaine qui se produit. Vous voyez? C'est cette charge-là ici. Il y a une rupture soudaine qui se produit et les surfaces de rupture là, c'est-à-dire les lignes de rupture là, seront visibles jusqu'à la surface. Vous allez le voir jusqu'à la surface. Vous allez voir les déformations comme ça jusqu'à la surface. OK? Donc, cette charge-là, QU là, c'est elle qui est appelée la capacité portante. Vous voyez maintenant la définition, vous voyez ici, physiquement, qu'est-ce que ça veut dire capacité portante? Là, physiquement, capacité portante, c'est ce que ça veut dire. Donc, cette charge-là, elle est la charge maximale par unité de surface que le sol peut supporter. Comme vous-même, vous voyez la courbe.
Ça, c'est le pic. C'est la charge maximale que le sol peut supporter. Donc, voici ce qu'on appelle capacité portante ultime. Capacité portante ultime. Donc, c'est l'objectif même de, de cette introduction-là, de cette vidéo-là. D'accord? Donc, ici, il s'agit d'un sol dense. Mais si le sol est moyennement dense, qu'est-ce qui va se passer? Et si le sol est lâche, c'est pas dense du tout, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera différent, non? OK? Donc, retenez seulement que dans les cas d'un sol dense, voici le type de rupture qu'on aura dans le sol et voici la courbe relation entre charge et tassement. OK? Et ces genres de rupture-là, on appelle ça rupture par cisaillement général. Rupture générale par cisaillement. OK? Rupture générale. On continue maintenant. Maintenant, on va aller dans le sol sable moyennement compacté, moyennement dense. C'est-à-dire que c'est dense, mais pas trop. Il y a toujours une possibilité de densifier ça davantage. OK? Donc, quand c'est comme ça, vous allez avoir ce type de rupture. Et vous allez avoir ce genre de courbe. OK? Donc, quand vous chargez en ce moment, l'augmentation de la charge va provoquer un tassement, bien sûr. OK? Et cette fois-ci, les surfaces de rupture là vont progressivement aller vers l'extérieur. Vous voyez les pointés là? Ça va progressivement aller. Au début, ça sera juste comme ça. Ce que nous voyons ici, les traits pleins là. Et après, ça va progresser à la surface. Ça va progresser comme ça. Ça veut dire que ça va évoluer pour atteindre cette situation-là. Mais la raison est très simple, hein. C'est tout simplement dû au fait que ici, là, il y a toujours possibilité de tasser le sol, de compresser, de comprimer le sol, de compacter le sol. Ici, vous vous rappelez que le sol était déjà dense, c'était aux limites. Donc, quand vous allez essayer de pousser davantage la fondation, ça va juste faire juste éruption en surface. La rupture sera soudaine. Mais ici, là, vu que le sable est moyennement compacté, c'est pas, n'a pas atteint la compaction limite, le compactage limite. Ben, comment dire, c'est-à-dire le degré de compactage maximal n'est pas atteint. Donc, vous allez pousser, ça va compacter d'abord jusqu'à en arriver à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, les lignes là vont commencer à s'étendre maintenant dans, à la surface jusqu'à obtenir cette situation. Mais en ce moment, la relation charge-tassement là, voici comment elle se présente. Vous voyez que c'est différent d'ici. C'est pas la même chose. OK? Donc, à une certaine charge qu'on va appeler charge de première rupture, c'est celle-là, là. Q, OK? Je vais modifier ça ici. QU1, charge de première rupture. Cette charge-là, vous allez voir que il y a des changements de direction de cette courbe-là. Hmm? Vous voyez qu'ici, c'était tout droit. Arrivé ici, là, il y a une petite redirection. Il y a un petit changement de direction. Ici, comme ça. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Donc, cette première charge-là, qui correspond à ces changements-là, on va appeler ça charge de première rupture. Encore, vous continuez de charger. La charge, vous continuez d'augmenter la charge. Vous augmentez la charge. OK? Donc, une charge supplémentaire va entraîner un mouvement considérable, c'est-à-dire un tassement considérable
avant que la surface de rupture n'atteigne la surface du sol. C'est-à-dire ces points-là, en pointier là. Ça va atteindre la surface comme ça. OK? Et c'est au moment auquel la capacité portante ultime est atteinte. C'est-à-dire ici. Donc là, c'est le premier point. C'est-à-dire la première charge, la charge de première rupture, ici. Vous continuez de charger. Vous allez attendre la charge ultime maintenant, ici. Vous voyez ici? Là, comment vous allez savoir? Parce que ça va changer de direction encore, comme ça. OK? Donc là, quelle est la différence entre ici et ici? OK? Contrairement à ici, là, la rupture générale, là, cette rupture-là, qu'on appelle d'ailleurs la rupture par cisaillement local. OK? Rupture par cisaillement local. La rupture locale, ça c'est général, ça c'est local. Ici, il n'y a pas de point, il n'y a pas un point comme ici, là. Ici, là, c'est clair, la charge limite, là, est claire. C'est le maximum. Ici, là, il n'y a pas cette charge limite, là, qui indique ici. Ça ne représente pas de charge de point clair, de charge ultime clairement. OK? Mais tout ce qu'on sait, c'est que à partir d'ici, là, si vous ajoutez une charge un peu, les tassements seront excessifs. Donc, c'est pour ça qu'on considère que c'est ici, là, que la charge élevée. C'est la charge, la capacité ultime, je vais dire. La capacité portante ultime de nos fondations. OK? On va aller maintenant sur les cas de sol meuble. C'est-à-dire le sol n'est pas dense du tout. La densité est encore plus faible. OK? Du sable lâche, par exemple. Donc, en ce moment-là, vous allez obtenir ce genre de rupture-là, qu'on va appeler les ruptures par poinçonnement. C'est comme un point qui s'enfonce dans le sol. Pourquoi? Parce que le sol est tellement lâche, le sol est tellement meuble, c'est-à-dire il n'y a pas de résistance du tout. Donc, ça s'enfonce facilement. La fondation va s'enfoncer très facilement. Donc là, vous allez avoir ce genre de rupture-là, comme ça. Vous voyez la courbe là? Vous voyez la différence? Ce type de truc. Il y a pas, c'est pas linéaire du tout. Et c'est à partir de là que ça commence à être un peu linéaire. Donc, au-delà, au-delà de la charge de rupture ultime, la courbe devient raide et presque linéaire. Vous voyez là? Vous voyez, de là jusqu'à là, c'était courbé, courbé. À partir de là, vous voyez que c'est presque linéaire maintenant. Donc, on peut dire que, OK, c'est ici notre capacité portante là, maximale là. Capacité portante ultime, pardon. OK? Parce qu'à partir de là, si vous ajoutez une petite charge, les tassements seront énormes. C'est ce que ça veut dire. Donc, rupture par poinçonnement. C'est comme si c'est un point qui s'enfonce dans le sol. OK? Donc, là, vous avez maintenant, au total, trois différents types de ruptures dans le sol qui peuvent arriver dans le cas d'une fondation sur semelle. OK? Donc, déjà, vous comprenez que le type de rupture là va dépendre beaucoup du type du sol et de la densité du sol. Si le sol est très dense, moyennement dense, ou le sol n'est pas dense, densité très faible. Donc, il faudra comprendre ça d'abord, c'est très important. On continue, vous allez voir qu'il y a un autre facteur déterminant. Donc, il y a un chercheur Vesic en 1963 qui a fait une étude pour voir à partir de quelle densité on a quel type de rupture. Voici les trois types de ruptures qu'on vient de voir, général, local et poinçonnement. OK? On a dit général, c'est les sols denses. Local, c'est les sols qui sont moyennement denses. Et poinçonnement, c'est des sols qui sont meubles, lâches, de faible densité.
On a vu dans le chapitre numéro 1 ce qu'on appelle la densité relative. La densité relative, il faut aller revoir. C'est quoi la densité relative? Okay? Exprimée en termes de pourcentage. Donc, la densité relative, c'est un indicateur qui permet d'indiquer, qui permet de dire l'état de densification de notre sol. Okay? Donc, pour chaque type, chaque état de densification, il y a des valeurs limites, il y a des valeurs, il y a des intervalles. Okay? Pour un sol dense, très dense, la densité relative va de telle valeur à telle valeur. Pour un sol moyennement dense, la densité relative va de telle valeur à telle valeur, ainsi de suite. On a déjà tout dit dans le chapitre 1. Il faut aller revoir. Donc, il fait la densité là, il fait des essais de capacité portante au laboratoire avec des différents types de semelles avec des différentes dimensions. Des semelles rectangulaires et des semelles circulaires. OK? Mais en changeant la densité, voici les densités qui sont là, 0,2 jusqu'à 0,9. OK? Densité relative. Et en bas ici, si vous voulez, c'est juste le poids unitaire, c'est-à-dire le gamma dry, gamma D, divisé par le gamma de l'eau. Voilà, qu'ils ont mis ici. Et c'est comme ça les études se passent, hein. Toutes les formules qu'on utilise aujourd'hui, c'est à partir des expériences au laboratoire, des recherches, que ces formules-là ont été établies. C'est pas du hasard. OK? Donc, en faisant ça, il a fait, par exemple, les points qui sont carrés là. Carré noir, ça correspond à semelle circulaire avec 7 dimensions. OK? Ici, ici, ici. Carré blanc, circulaire avec 7 dimensions, les diamètres, 7 dimensions. Mais, vous voyez ici, il a fait Q1 divisé par ça, en divisant par le poids volumique et puis la largeur de la semelle. Dans le cas des semelles circulaires, ça sera le diamètre, tout simplement. B, là, sera le diamètre en ce moment. Mais si c'est une semelle rectangulaire, B, ça sera la largeur. Donc, on a divisé par le B et le gamma pour simplifier l'effet de la largeur. OK? Donc, cette ligne en pointée là, c'est le Q1. Vous voyez ici, on a parlé de Q1 et puis de QU. Le Q1 là, c'est la capacité, la première d'abord, première rupture. Après, ça c'est dans le cas d'un sol, par exemple, moyennement dense. Donc, on avait dit ça. Et la ligne continue là, c'est le Q, capacité ultime, qui est normalisé divisé par 1,5 de gamma B. On va voir même pourquoi c'est 1,5 de gamma B, parce qu'il y a une formule qui va vous donner la capacité portante après. OK? Donc, ici, l'étude a montré que quoi? Pour chaque type de densité relative, quel type de rupture nous allons avoir dans le sol. OK? Et on voit que c'est à partir de 70%, 0,7 là, jusqu'à là, que nous avons rupture générale. OK? Parce que à partir de 0,7, on peut dire que le sol est dense maintenant. La densité relative, il faut revoir définition de densité relative et les valeurs typiques. OK? L'intervalle de densité relative d'un sol dense, d'un sol moyennement dense et d'un sol lâche. D'accord? Donc, voici les densités relatives qui correspondent. Et voici aussi les capacités portantes, le ratio là qui correspond à ça, c'est-à-dire les intervalles. OK? Si vous prenez par exemple entre 0,7 et 0,9, c'est-à-dire c'est des sols denses, donc vous allez avoir les ruptures générales. Et mais la capacité portante aussi, c'est-à-dire ce ratio-là, sera situé entre ici et ici peut-être. Vous voyez? Dans cette zone-là. Donc, plus le sol est dense, plus la capacité portante est importante. Voilà. Capacité portante ultime.
Donc ça, c'est une étude qui a fait un lien entre les types de rupture et la densité relative, et même la capacité portante ultime aussi. Voilà, jusqu'à 3, on peut dire jusqu'à 4 même, parce qu'il y a ce ratio-là qui est là aussi. OK? Aussi, le même chercheur physique-là, en 1973, a aussi proposé une relation pour le mode de rupture de la capacité portante des fondations, reposant sur le sable. Cette fois-ci, il a fait une figure qui va impliquer, donc ici, la densité relative, c'est comme ce qu'il disait, il est défini, mais aussi la profondeur de la semelle. Parce que depuis le début, on ne parlait que des semelles en surface. OK? C'est-à-dire les semelles étaient très, très superficielles. Mais maintenant, on s'est rendu compte que si vous allez en profondeur, il y a des modifications qu'il faut apporter. OK? DF là, c'est la profondeur de la semelle. Les B étoile là, c'est la géométrie de la semelle qui va nous donner ça. Voici, c'est défini ici. Bon, DR, donc c'est la densité relative qui est définie ici. DF, donc c'est la profondeur de la semelle. Mais les B étoile là, qui est là, c'est cette formule-là. C'est-à-dire 2 fois B multiplié par L, tout divisé par B plus L. Voici ce que vous avez. OK? Donc, ça c'est largeur, hein? Ça c'est longueur. B c'est largeur, L c'est longueur. Donc, dans le cas d'une semelle carrée, longueur égale à largeur, non? Dans le cas d'une semelle circulaire, longueur égale à largeur égale au diamètre du cercle de la semelle. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a non seulement la densité relative, mais il y a aussi la profondeur qui va influencer sur le type de, de rupture. Ça, c'est rupture par pensionnement, rupture locale, rupture générale. D'accord? Donc, vous voyez ici, par exemple, si je prends densité relative 0,8, vous voyez que le sol est dense. Selon ce qu'on a vu précédemment, à partir de 0,7, on a des ruptures générales. Par contre, ici, cette étude montre que si vous allez en profondeur, malgré que le sol est dense, 0,8 c'est dense, si vous partez par exemple à une profondeur 4, c'est-à-dire ce ratio-là, OK, est égal à 4. Ratio de profondeur divisé par B étoile là, égal à 4. Vous allez tomber dans cette zone. Et dans cette zone-là, c'est la rupture locale. Ce n'est pas une rupture générale. Par contre, si la profondeur, par exemple, si ce ratio de profondeur là est égal à 1, vous allez être effectivement dans euh, la rupture générale. OK? Si vous allez en profondeur, si c'est trop profond, c'est-à-dire si DF est très grand, vous allez tomber ici. Encore si c'est trop profond, par exemple 5, vous allez même entrer dans, ici là, dans rupture par poinçonnement. C'est simple, hein? Parce que si c'est trop profond, on vous a montré précédemment, je retourne un peu pour vous montrer, ici là, rupture générale là, il faut que cette ligne là et celle-là vont aller jusqu'en surface. Vous voyez, rupture locale, au début, c'est pas en surface, mais au fur et à mesure que vous chargez, les lignes là vont aller en surface. OK? Mais ça, c'est pour avoir la rupture générale. Mais on retourne maintenant là où on était. Mais si c'est trop profond, les lignes là ne pourront pas atteindre à la surface. C'est là le problème. Si la semelle là se trouve à un endroit très profond de la surface, les lignes de rupture là ne pourront pas atteindre jusqu'à la surface. Donc, ça va juste être la rupture locale là. Donc, ça va tomber ici. Si vous êtes, par exemple, au niveau des 4, vous comprenez un peu, c'est quelque chose comme ça. Donc,
en plus de la capacité portante, il y a la profondeur qu'il faut considérer aussi, qui vont effectivement affecter le type de rupture que vous allez avoir. Plus profondément, c'est-à-dire plus loin, il y a une autre étude qui a fait maintenant les liens entre le type de rupture, tassement, voici les types de rupture que j'ai remis ici. Mais là, on a un autre facteur qui arrive, le tassement, ok, qui est estimé ici en pourcentage de B. C'est-à-dire S qui est tassement divisé par B qui est la largeur de la semelle. On a exprimé ça en fonction en pourcentage de la semaine, de la largeur de la semaine. OK? C'est-à-dire 0% de la largeur de la semaine, 5% de la largeur de la semaine, 10% jusqu'à 25% de la largeur de la semaine. Donc là, on voit, là aussi, l'étude a fait avec plusieurs types de semelles rectangulaires et circulaires. Circulaire qui est là et rectangulaire qui est là. D'accord? Donc, suivez les lignes là seulement. Rectangulaire, semelle rectangulaire. Là, c'est circulaire. Donc, on voit ici, c'est la méthode, la rupture par poinçonnement. Vous voyez la limite, hein? Et cette limite, c'est-à-dire dans cette zone, c'est la rupture locale. Maintenant, dans cette zone, c'est la rupture générale. Type de rupture. Les types de ruptures sont là, hein? Général, local, poinçonnement. OK? Donc, on vous dit ici que si votre sol est dense, OK? On parle ici des fondations superficielles, hein? Parce que quand c'est superficiel, là, c'est-à-dire DF divisé par B, là, est petit. OK? On parle dans le cas où DF divisé par B, là, est petit. C'est-à-dire, la fondation est superficielle. C'est pas trop profond. D'ailleurs, même dans la définition des fondations superficielles, ce ratio-là, D divisé par B, là, a une valeur limite. Selon Terzaghi même, ça doit être maximum 1. C'est-à-dire, la profondeur de la semelle ne doit pas dépasser la largeur de la semelle. Dans ce moment, ce ratio-là va faire exactement 1. Donc, on parle de semelle superficielle. OK? Donc, on vous dit que dans ce cas, si vous êtes avec un sol dense, OK? C'est-à-dire rupture générale. Dense, pourquoi? Parce que vous voyez ici 0,7, 0,8. Vous allez avoir une rupture générale, mais les tassements qui vont correspondre à la capacité portante là, ces tassements-là vont être minimes. Ça va être entre 5 et 4, peut-être 4 à 10%. C'est ce qui est dit ici. 4, vous voyez ici, si je pars ici, 4, la ligne 4, 10 là c'est où? 10 là c'est ici. Donc cette zone-là. Vous voyez, ça correspond exactement, si je fais la limite, à la rupture générale. Et on sait que la rupture générale encore, ça correspond ici à 0,7, 0,8, c'est-à-dire sol dense. OK? Et si nous partons au sol qui sont relativement, c'est-à-dire moyennement denses, c'est-à-dire entre ici 3, quelque chose, 0,3, 0,37, 0,7, cette zone-là, OK? On a rupture locale, mais les tassements qui correspondent à la capacité portante là vont aller jusqu'à à peu près entre 15 à 25% de la largeur de la semelle. C'est ce qui est écrit ici. Donc, ça aussi, c'est une étude qui nous permet de dire, bon, OK, si vous avez un sol dense, la capacité portante là, vous allez l'obtenir à partir d'un tassement correspondant à peu près à 10%, 4 à 10% de la largeur de la semelle. Si vous avez un sol moyennement dense, la capacité portante sera obtenue à partir des tassements égal à entre 15 et 25% de la largeur de la semelle. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, sol dense, c'est-à-dire densité entre 0,
densité relative entre 0,7 et 0,8. Sol dense va correspondre à rupture générale, c'est-à-dire ce type de rupture, et la capacité portante ultime va correspondre à un tassement est égal à 4 à 10% de la largeur de la semelle. Et ça, les trois la vont ensemble. Sol dense, rupture générale, tassement à la rupture entre 4 et 10%. OK? Ça, ce sont les trois là qui vont ensemble. Ou bien, sol moyennement dense, c'est-à-dire entre 0,37 et puis ça. Mais ça ne vaut pas 37, je ne sais pas. Et 0,7. Donc, sol moyennement dense, rupture locale, tassement à la rupture entre 15% à 25% de la largeur de la semelle. Voici ce qu'on peut dire. OK? Voilà. Donc là, c'est juste l'introduction du chapitre. Après, on va rentrer dans les équations pour donner la capacité portante directement à partir juste des caractéristiques du sol, des paramètres du sol. OK? Donc, c'est la fin de cette vidéo-là et de l'introduction de ce chapitre. J'espère que vous avez compris quelque chose. Donc, on va continuer après avec maintenant euh, le noyau même du chapitre. OK? Donc, merci beaucoup et à très bientôt.